Tu peux avoir un bon business, mais si tu ne maîtrises pas ces termes, aucun investisseur ne te prendra au sérieux. Et pire, tu passes devant de l'argent sans même t'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais te donner 8 termes essentiels que tu dois absolument maîtriser pour être pris au sérieux par les investisseurs, comprendre clairement comment ils réfléchissent, mais surtout ne plus passer à côté de l'argent sans même t'en rendre compte. Reste très bien jusqu'à la fin de la vidéo, car le 8e terme est de loin le plus important. Et je suis certain que ce terme-ci, tu ne l'as certainement jamais entendu dans la sphère business francophone. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi très rapidement me présenter. Si tu viens tout juste de me découvrir, alors je suis Patrick Tafak, expert en stratégie de financement. J'aide les chefs d'entreprise ou alors les propriétaires de PME à lever du financement pour scaler ou encore pour aller chercher de la croissance. Avant de poursuivre, je vais simplement te demander de lâcher un petit pouce bleu. Pourquoi? Justement parce que ça permet à l'algorithme de mieux référencer la vidéo et ça me fera énormément plaisir. Alors sur cette chaîne, on parle de levée de fonds, on parle de stratégie d'acquisition de financement. Donc n'oublie surtout pas de t'abonner en activant la cloche de notification pour être informé quand je sortirai une prochaine vidéo. Alors, sans plus attendre, entrons réellement dans le vif du sujet. Beaucoup d'entrepreneurs ont souvent tendance à parler ou alors blablater au quartier, mais quand ils sont en face d'un investisseur, ils deviennent complètement flous ou encore totalement muets. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas la langue de l'argent. Tu veux lever de l'argent, mais tu ne parles pas comme quelqu'un qui mérite cet argent. Alors, le premier terme dont on va parler ici, c'est ROI, en anglais Return on Investment, ou encore en français Retour sur investissement. Ça veut dire, quand tu es en train de parler à un investisseur, la première question qu'il va te poser justement, c'est quoi le ROI? Ou encore, c'est quoi le retour sur investissement? Il faut que tu puisses comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce terme. En réalité, tu peux expliquer à un investisseur, si tu mets par exemple 1 million dans mon entreprise, tu auras comme retour sur investissement 20% du capital investi. Ça veut dire 1 200 000 au bout de 12 mois. C'est ça qu'on appelle un retour sur investissement. Quand tu le dis de cette façon, l'investisseur comprend réellement que, ok, tu as le langage adéquat en tant qu'entrepreneur, tu sais exactement ce que tu fais et ça crée beaucoup plus de confiance lors de ton pitch. Donc, c'est un terme assez simple qui est utilisé quotidiennement par des entrepreneurs d'un certain niveau. C'est comme si tu donnes par exemple 100 000 francs à quelqu'un pour investir dans sa boutique au marché Mbopi, si tu es dans la ville de Douala par exemple. Ce qu'il veut savoir exactement, c'est combien tu vas lui retourner à la fin de l'année. Donc, c'est ça qu'on appelle un ROI ou encore Return on Investment. Si tu ne peux pas répondre à ça, alors personne ne va te financer. Deuxième terme, cash flow. C'est quoi le cash flow? Le cash flow, c'est simplement l'argent qui est généré dans l'entreprise. Ça peut être des entrées, ça peut être des sorties. C'est tout simplement l'argent qui est généré par l'entreprise. Entrée ou sortie. Vous allez très souvent voir des entrepreneurs qui vont vous dire « Je n'ai pas assez de cash flow. Je n'ai pas assez de liquidité. » Donc le cash flow, c'est en quelque sorte comme la vie de l'entreprise. C'est un peu comme le flux sanguin de l'entreprise. Ça veut dire les entrées et les sorties d'argent. Une entreprise peut générer du cash flow, mais n'est pas rentable. Quand on dit cash flow, ça veut dire l'entreprise génère par exemple un chiffre d'affaires qui sont justement les ventes générées par l'entreprise, les entrées, mais au niveau des sorties, par exemple, ça veut dire une fois que l'entreprise paye ses charges fixes, l'entreprise, elle n'est pas rentable. Donc le cash flow, ce que tu vas comprendre de manière beaucoup plus simple, c'est l'argent qui est généré ou le flux de transactions qui est généré par une entreprise, les entrées ainsi que les sorties. Troisième terme que tu dois absolument connaître si tu veux lever des fonds, ce terme alors c'est le seuil de rentabilité. Seuil de rentabilité. Comme le nom l'indique, seuil de rentabilité. Je vais te l'expliquer de manière vraiment très simple. Quand on dit seuil de rentabilité, on fait allusion à quoi? Je veux justement que tu aies une image mentale. Le seuil de rentabilité, ça peut être comme cette main que je mets là. Supposons que tu as par exemple un dépôt de boissons.
Tu as un dépôt de boissons, ça veut dire que tu achètes de la bière, tu achètes des boissons gazeuses et puis tu commercialises. Ton seuil de rentabilité, c'est le montant minimum que tu dois pouvoir commercialiser par mois pour pouvoir payer toutes les charges fixes et être au niveau zéro. C'est ça qu'on appelle le seuil de rentabilité. Ça veut dire, par exemple, une fois que tu achètes la marchandise, par exemple, pour 200 000 ou pour, je sais pas, le montant, quand tu vends tous les mois, quel est le montant minimum que tu es censé atteindre tous les mois pour être au zéro? Ça veut dire pour pouvoir payer toutes tes charges, payer tes salaires et continuer à fonctionner. C'est ça qu'on appelle le seuil de rentabilité. Ton seuil de rentabilité, c'est comme une courbe de cette façon. Tu vends pour 100 000, 200 000. Lorsque tu atteins par exemple 1 million, là tu atteins ton seuil de rentabilité, tu peux payer toutes tes charges. Mais lorsque tu dépasses ce seuil de rentabilité-ci et que tu commences justement à vendre pour 1 million 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, là tu es au-dessus de ton seuil de rentabilité. Là tu es donc rentable. Donc ici on a le seuil de rentabilité, le niveau 0. En dessous, tu n'es pas rentable. Là c'est le seuil de rentabilité. Au-dessus, c'est la rentabilité. Donc, je te fais ça de manière beaucoup plus simple pour que tu comprennes. Donc, quand un investisseur va te demander c'est quoi ton seuil de rentabilité, désormais, tu comprendras clairement de quoi est-ce qu'il est en train de parler ou alors à quoi est-ce qu'il est en train de faire allusion en disant ce terme seuil de rentabilité. Donc, en gros, ce que tu vas comprendre, c'est que avant ce seuil, tu es en train de survivre. Mais au-dessus du seuil de rentabilité, là, tu peux dire que tu respires. Alors, le quatrième terme que tu dois absolument savoir si tu veux lever des fonds, c'est le terme EBITDA. EBITDA, alors, comme le nom l'indique, EBITDA ici, ça fait allusion justement à quoi? EBITDA, c'est le cash flow qui est généré par l'entreprise ou alors la rentabilité d'une entreprise sans les charges complexes. Quand je dis les charges complexes, je fais allusion à quoi exactement? Ça peut être une dette, ça peut être un prêt bancaire, ça peut être toute charge qui peut être lourde, par exemple. C'est ça qu'on appelle l'EBITDA. On essaie d'évaluer ta rentabilité à l'EBITDA. Par exemple, je prends un exemple simple. Supposons que tu fais un chiffre d'affaires de 5 millions. Tu as par exemple une ferme d'élevage de poulets, peu importe, ou de pisciculture, et que tu fais un chiffre d'affaires de 5 millions. Une fois que tu as déduit par exemple les charges fixes, par exemple électricité, salaire et tout le reste, ça veut dire les charges assez moyennes, il te reste 1 500 000. Mais sur les 1 500 000, tu as les dettes. Là, tu es rentable sur les 1 500 000. Mais juste que tu as des dettes. Ça peut être une dette à la banque. Ça peut être un crédit que tu as fait à un cousin, à un frère, à un ami. Tu es rentable. Ça veut dire que ton EBITDA, c'est à 1 500 000. Mais le véritable problème, c'est qu'une fois que tu payes cette dette-là, il ne te reste plus rien. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas rentable. En réalité, à l'EBITDA, tu es rentable. Mais quand tu finis de rembourser tes crédits, là, il ne te reste plus rien. Mais le plus important pour un investisseur, c'est de comprendre justement quel est l'EBITDA que tu as avant d'évaluer justement les crédits ou les dettes que l'entreprise peut avoir. Ce terme-ci, il est très important. Pourquoi? Parce que ça permet de définir réellement la vraie performance de ton activité. Donc, ça permet clairement de définir ici combien tu gagnes réellement avant tes dettes, avant tes crédits, avant tes impôts. Donc, une fois que tu arrives justement à évaluer ton EBITDA, ça permet de pouvoir crédibiliser l'entreprise devant un investisseur si éventuellement c'est un bon deal ou pas. Le cinquième terme que tu dois absolument savoir si tu veux lever des fonds ici, c'est quoi? La traction. On utilise très souvent ce mot, traction, et je pense que tu l'as déjà entendu chez les entrepreneurs ou bien dans un podcast quand l'entrepreneur dit traction. En fait, quand on dit traction, on fait allusion à quoi? Traction, imagine-le un peu comme le mouvement. Quand on dit traction, c'est en quelque sorte comme le mouvement. Est-ce que ce que tu fais bouge déjà? Si par exemple tu as une entreprise technologique, ça peut être une application mobile, tu peux dire effectivement on a de la traction. La traction n'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être un mouvement au niveau des téléchargements. Ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui téléchargent. Là, on a de la traction au niveau des téléchargements. Ça peut être au niveau des abonnements. Tu peux dire éventuellement on a de la traction au niveau des abonnements. Il y a des personnes qui s'abonnent, ça c'est de la traction. Ça peut être au niveau de l'argent encaissé, du chiffre d'affaires réalisé. Il y a des clients qui achètent, il y a des clients qui achètent, il y a des clients qui achètent. Il y a de la traction qui est faite. Donc, je veux que tu comprennes le terme traction en quelque sorte comme du mouvement. Est-ce que ton entreprise fait du mouvement? Est-ce que tu es encore en phase d'idée? Non, je ne suis plus en phase d'idée. On a déjà lancé l'idée et on a de la traction. Il y a des personnes qui téléchargent l'application. On a eu nos 20 premiers clients. On a eu les retours de nos 20 premiers clients. C'est ça qu'on appelle de l'attraction. Donc, en gros, ce que tu vas comprendre derrière ce mot, c'est que
Aucun investisseur ne veut les idées ou aucun investisseur ne veut des promesses. Ce qu'un investisseur veut, c'est des preuves concrètes ou des preuves réelles. C'est pourquoi beaucoup d'investisseurs vont toujours vous demander ou vous poser cette question. Est-ce que tu as de l'attraction? Mais si tu ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire, tu vas rester mitigé et ça va décrédibiliser justement ton entreprise en face de cet investisseur-là. Le sixième point que tu dois absolument savoir ici, c'est quoi? La scalabilité. C'est quoi la scalabilité? La scalabilité ici, justement, c'est la capacité à une entreprise de grandir rapidement ou alors de croître rapidement. Les anglophones disent scaling. Scaling, ça veut dire en quelque sorte comme scaler. Ça veut dire grandir. Est-ce que ton entreprise, elle est scalable? Si ton entreprise n'est pas scalable, par exemple, parfois il y a des chefs d'entreprise, ils sont la nuit et le jour de leur entreprise. Ils sont la pluie et le beau temps de leur entreprise. Ça veut dire qu'ils sont le centre de tout. Si eux, ils ne sont pas là, tout s'effondre. C'est comme une pyramide à la tête. Il n'y a qu'une seule personne qui contrôle tout. Une fois que la tête est quitte, toute la pyramide s'effondre. Donc, c'est justement ça qu'on appelle la scalabilité. Il faut que tu comprennes, est-ce que l'entreprise, elle est scalable? Je prends un exemple simple. Une application mobile comme Uber. Uber, c'est une application mobile. Qu'est-ce que Uber fait? Uber permet de mettre en relation le client qui a besoin d'un taxi et le chauffeur taxi. Uber est l'intermédiaire. Donc, Uber fait ce qu'on appelle de l'économie connectée. Pourquoi est-ce que Uber est scalable? Uber est scalable parce que cette application-là peut connecter justement aux États-Unis, peut connecter en Europe, peut connecter en Afrique. C'est une application mobile qui permet simplement de connecter, tout simplement. Donc, on peut dire que cette entreprise-là est scalable. Par exemple, on va prendre une entreprise, un salon de coiffure. Le salon de coiffure, quand tu ouvres une marque de salon de coiffure, le salon de coiffure est, par exemple, à Douala, supposons. Une fois que le salon de coiffure est à Douala, les clients viennent se coiffer dans le salon de coiffure. Mais si quelqu'un est à Yaoundé et qu'il veut se coiffer dans le même salon de coiffure, il va devoir se déplacer pour aller à Douala pour se coiffer. Donc, au niveau de la scalabilité, c'est assez complexe. Comment est-ce que tu peux scaler ce business? Autant pour moi. Pour scaler ce business, tu peux développer par exemple une application mobile qui permet de connecter quelqu'un qui veut se coiffer avec un coiffeur. Tu vois? Là maintenant, ça devient scalable parce que tu as créé une application qui permet de mettre en relation. Donc, cela n'a pas de limite, ça n'a pas de frontières. Ou encore, si tu veux rester dans le même modèle de salon de coiffure, tu peux par exemple dupliquer plusieurs salons de coiffure avec le même modèle ou la même façon de coiffer dans les salons de coiffure. Ou encore, ce que tu peux faire, tu peux franchiser le salon de coiffure, un peu comme McDonald's a fait. C'est ça qu'on appelle de la scalabilité. Donc, c'est un mot, c'est un terme très important que tu dois maîtriser si jamais tu veux faire une levée de fonds réussie. Donc, ce que tu vas comprendre, c'est que si tu fais tout seul, ton business, justement, a des limites. Ça veut dire que le business n'est pas scalable. Quand tu commences, justement, à recruter du personnel, avoir des personnes qui vont, justement, travailler avec toi, créer des process et créer de la standardisation à l'intérieur de ta boîte, là, tu commences à avoir quelque chose qui est scalable. Un business qui ne peut pas grandir n'intéresse personne. Septième point, je pense que tu l'as déjà écouté ça, B2B et B2C. Alors, tu entends souvent des personnes dire B2B, des personnes dire B2C, mais tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne comprends pas réellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces deux termes? B2B qui veut dire business to business. C'est lorsque tu vends ton produit ou ton service uniquement à des entreprises. Quand tu vends à des entreprises, ça veut dire tes clients, c'est des entreprises. Tu vas dire, je fais du B2B. Par exemple, moi, j'accompagne les chefs d'entreprise à lever des fonds pour scaler. Donc, moi, je fais du B2B. Pourquoi? Parce que je deal avec des boîtes. C'est des boîtes, c'est des chefs d'entreprise, c'est des entreprises que j'accompagne dans mon programme d'accompagnement Addict Founding à lever des fonds. Ce n'est pas des particuliers. Je n'accompagne que des entreprises. Et vu que je n'accompagne que des entreprises, je vais dire que je fais du B2B. Maintenant, à côté, il y a ce qu'on appelle du B2C, qui veut dire Business to Customer. Business to Customer. Ça veut dire que tu vends ton produit à des customers. Consumer, ça veut dire des consommateurs en français. Business to customer, ça veut dire que tu vends ton produit à des consommateurs. Tu vends ton produit directement chez le particulier. Ça veut dire une personne lambda. Tu ne deals pas forcément avec des entreprises, tu deals avec des customers. Quand un investisseur va te dire, tu fais du B2B ou du B2C, tu pourras dire, ah non, je fais du B2B. Ah non, je fais du B2C. Ou tu peux dire, je fais les deux. Je fais du B2B et je fais du B2C.
Par exemple, tu as créé une formule B2B, tu as créé aussi une formule B2C. Il y a des entreprises qui le font, par exemple. Donc, ça, c'est un terme très important que tu dois maîtriser si jamais tu veux faire une levée de fonds réussie. Le huitième point, ça, c'est un point justement que tu n'as peut-être pas encore entendu ou peut-être que tu as déjà entendu, mais tu ne sais justement pas ce que ça signifie. Benchmark. Benchmark. C'est quoi le benchmark? Ça, ce mot, c'est un mot anglais. Le benchmark. Le benchmark, alors ici, c'est en quelque sorte le marché. Ça veut dire ton marché. C'est ça qu'on appelle le benchmark. Mon marché. En français, tu peux dire mon marché. À combien vend mon marché? Je prends un exemple simple. Supposons que tu as une entreprise d'élevage de poulets. Tu as une ferme d'élevage de poulets. Ça veut dire, on va te demander c'est quoi ton benchmark. Ça veut dire la concurrence ou ton marché vend à combien. Vu que tu es une entreprise d'élevage de poulets, tu vends les poulets après 33 jours, après 45 jours. Après 45 jours, on vend le poulet à peu près combien? Si je ne dis pas de bêtises, on est à peu près à 2300, je pense. 2300, ça peut varier à 2500, 2800 en fonction de la grosseur des poulets que tu arrives à sortir après 45 jours, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ton marché, justement, va te demander à combien vend ton benchmark. À combien vend ton benchmark? C'est quoi ton benchmark? Tu vas dire, ok, mon benchmark vend par exemple à 2800, mais moi je vends à 2300. Il y a une différence de 500 francs sur mon benchmark. Ça, c'est un mot très important. Comme tu commences à côtoyer des investisseurs d'un certain niveau, des business angels d'un certain niveau, et que tu arrives à avoir ce type de langage, tu deviens de plus en plus intéressant. Parce que même les termes que tu utilises quand tu fais une levée de fonds démontrent quel type d'entrepreneur tu es. Est-ce que tu fais tes classes? Est-ce que tu as le niveau nécessaire pour prendre l'argent d'un certain type d'investisseur? Comment il y a des investisseurs en face d'eux, si tu n'utilises pas ces termes-là, même si ton business il est prometteur, tu n'es pas très crédible en face d'eux. Ou lorsqu'ils utilisent ce type de termes en face de toi et tu ne comprends pas ce qu'ils sont en train de dire, ils se désengagent directement. Donc en gros, quand on dit benchmark, c'est le marché. Donc si personne ne fait ce que tu fais, par exemple, si tu fais totalement différent de ton benchmark, soit tu es un génie, ou alors soit tu es complètement perdu, tu es un idiot en quelque sorte. En conclusion, ce que je vais te faire comprendre ici, c'est qu'un investisseur ne finance pas ton idée. Je l'ai déjà dit et je le redis encore. Un investisseur n'est pas là pour financer ton idée, mais par contre, il finance ta capacité à parler son langage. Tu peux être très intelligent, mais si tu ne parles pas comme eux, tu vas être certainement invisible à leurs yeux. J'ai vu des entrepreneurs avec de très bons projets échouer lamentablement leur levée de fonds. Juste parce qu'ils ne savaient pas expliquer leur business ou alors ils ne comprenaient pas justement les termes financiers ou les termes justement qu'un entrepreneur d'un certain niveau ou alors un entrepreneur qui veut éventuellement faire une levée de fonds est censé maîtriser. Si tu es chef d'entreprise ou alors propriétaire de PME, tu veux lever 10 millions de francs CFA en 30 jours, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ce mois-ci, je vais accompagner 5 entreprises à lever 10 millions en 30 jours grâce à mon club privé d'investisseurs. Donc pendant 30 jours, mes équipes et moi, on va structurer ton dossier investisseur et puis on va te connecter directement à mon club privé d'investisseurs, Imani Club. Tu pourras pitcher à des investisseurs qualifiés, prêts à investir 1 million chacun tout de suite dans des projets à très fort potentiel. Alors, si cela t'intéresse et que 10 millions peut justement changer la trajectoire de ton business, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le premier lien qui est dans la description et puis tu poses ta candidature. Si ton profil il est qualifié, on pourra justement t'accompagner à lever un minimum de 10 millions au bout de 30 jours. Et si tu me regardes là tout de suite, tu es dans la diaspora, tu veux investir dans des PME sérieuses, tu es sur le continent africain, tu as un peu d'épargne, tu as de l'argent de côté, tu as mis ton argent dans un livret A qui ne te rapporte que dalle et tu veux investir dans des PME sérieuses, tu peux justement cliquer sur le second lien qui est dans la description afin de poser ta candidature. Si ton profil est sérieux et crédible et tu remplis justement tous les critères nécessaires, tu pourras rejoindre mon club privé d'investisseurs, Imani Club, afin d'investir à mes côtés. Donc, clique rapidement sur le deuxième lien qui est dans la description afin de poser ta candidature. C'était votre gars Patrick. Je vous aime les gars et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Peace les amis.